Bonjour chers élèves, je vais commencer une série de vidéos pour expliquer la matière de sciences de la vie et de la terre pour la deuxième année baccalauréat option français. Je vais commencer par les cours de la deuxième année baccalauréat, voilà, par le premier cours du programme intitulé Consommation de la matière organique et production de l'énergie, notamment la respiration cellulaire et la fermentation. Ce sont deux réactions qui mènent à la production de l'énergie qui va être utilisée par les cellules, voilà, du corps. Je vais commencer par la première partie qui est une introduction. Je vous rappelle que ce cours est réalisé par le prof Younes. Voilà. On commence par une introduction. Les plantes chlorophylliennes, c'est-à-dire les plantes vertes qui ont de la chlorophylle, produisent la matière organique. Ça veut dire quoi, matière organique? C'est toute matière qui comporte le carbone combustible, notamment, et le hydrogène plus l'oxygène. Il y a trois types de matière organique, voilà, principaux. Les glucides, c'est-à-dire les sucres simples et composés, les lipides, la matière grasse, et les protéines qui sont très importantes. Les plantes chlorophylliennes produisent la matière organique en utilisant la photosynthèse. La photosynthèse, c'est une opération qui se fait dans les feuilles des plantes. Ces plantes-là utilisent l'eau et le CO2 plus la lumière pour libérer ou bien pour synthétiser de la matière organique dont on a parlé. Cette synthèse ne peut être faite qu'en utilisant la lumière. Notamment, ce cours est étudié en première année baccalauréat. Les cellules, vous connaissez, ça veut dire quoi, cellule? Cellule, c'est la plus petite unité qui compose les êtres vivants, voilà, qui est composée de noyaux, de cytoplasme et de membrane plasmique. Les cellules utilisent la matière organique pour le renouvellement des cellules mortes. Toute cellule morte doit être renouvelée. Vous connaissez les cellules qui meurent beaucoup, ce sont les cellules de la peau qui doivent être renouvelées, voilà, d'une façon fréquente. Voilà. Les cellules utilisent la matière organique pour le renouvellement des cellules mortes et aussi pour s'approvisionner de l'énergie, s'approvisionner de l'énergie nécessaire pour assurer les différentes activités du corps. Voilà. Les différentes activités du corps, on parle notamment de mouvement. Voilà. C'est une activité. Et l'activité mentale, voilà, du cerveau, voilà, qui consomme 70% de l'énergie qui est consommable ou bien qui est produite par le corps, les cellules du corps. On peut donc en déduire que la matière organique est emmagasinée, ou bien la matière organique emmagasine de l'énergie. Parce que si on doit, ou bien si on doit extraire de l'énergie, on doit l'extraire à partir de la matière organique. Donc on peut déduire que la matière organique emmagasine de l'énergie sous forme d'ATP. Vous connaissez bien cette molécule-là, l'ATP, c'est une molécule qui contient de l'énergie, c'est une molécule énergétique universelle par excellence. Donc,
Si on veut extraire de l'énergie, puisque la matière organique emmagasine de l'énergie, donc si on veut extraire l'énergie, si on veut إذا أردنا أن نستخرج الطاقة المخزنة في المادة العضوية, on doit dégrader cette matière organique. Donc c'est la dégradation de la matière organique qui emmagasine de l'énergie qui va libérer de l'énergie. Question. Quelles sont les réactions permettant d'extraire l'énergie, l'ATP, à partir de la matière organique consommée? Quelles sont les réactions permettant d'extraire l'énergie ATP à partir de la matière organique? Dans quel endroit? Donc la première question, ما هي التفاعلات التي تمكن من استخراج الطاقة من المادة العضوية المستهلكة? Quel est l'endroit de la cellule dans quel endroit de la cellule se font les réactions de dégradation de la matière organique? هو الموقع اللي كتوقع فيه التفاعلات ديال تفكيك المادة العضوية، تفكيك هي dégradation. Je vais commencer par une grande paragraphe, grand A, la mise en évidence des différentes réactions responsables de l'extraction de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Première réaction, la respiration cellulaire est un phénomène de dégradation de la matière organique. Donc, premier phénomène de dégradation de la matière organique et de libération de l'énergie, c'est la respiration cellulaire. Cette respiration cellulaire est différente de la respiration pulmonaire. La respiration pulmonaire, voilà, c'est quoi? C'est le fait de faire entrer de l'air dans les poumons et de le faire sortir. Mais la respiration cellulaire, c'est une respiration qui se fait dans les cellules. C'est-à-dire que les cellules qui consomment de l'oxygène et quoi? Produisent du CO2. Cette respiration cellulaire est un phénomène, ou bien c'est une réaction qui permet la dégradation de la matière organique et la libération de l'énergie. On va commencer par une petite expérience. On place dans le bioréacteur. C'est quoi bioréacteur? C'est un réacteur où il y a des êtres vivants. Voilà, réacteur, مفاعل, bio, حي, يعني فيه كائنات حية. Du dispositif EXAO, c'est une expérience. L'EXAO, c'est, voilà, ce sont 4 lettres qui veulent dire E, c'est-à-dire expérience, EX, expérience, A, assister, O, par ordinateur. C'est une expérience, voilà, assistée par ordinateur, c'est-à-dire on fait l'expérience et on voit les résultats sur un ordinateur. On place dans le bioréacteur du dispositif EXAO une solution de levure. محلول الخميرة. الخميرة, c'est un être vivant, كائن حي. Comme levure de bière, etc. Voilà, c'est خميرة البيرة. Voilà, التي تنتج لنا الكحول. Voilà. On place dans le bioréacteur au dispositif EXAO une solution de levure bien oxygénée de concentration 10 grammes par litre. Donc, dans cette réaction, il y a de l'oxygène, c'est-à-dire que le milieu est oxygéné. De concentration 10 grammes par litre, une sonde, c'est-à-dire comme l'extrémité du pH mètre, voilà, une sonde, c'est ça la sonde, voilà. Il n'y a pas mieux que le dessin, voilà, c'est ça la sonde, reliée à une interface. Cette interface est reliée à un écran ou bien à un ordinateur. Cet ordinateur nous montre les résultats. Voilà, c'est ça l'expérience qui est assistée par un ordinateur. Donc, on met dans le bioréacteur, c'est ça le bioréacteur,
du dispositif EXAO, expérience assistée par ordinateur, une solution, c'est ça la solution, de levure. Les levures sont là, bien oxygénées, il y a l'oxygène, voilà, de concentration 10 grammes par litre, c'est-à-dire une grande quantité d'oxygène. Une sonde à dioxygène, voilà, la sonde à dioxygène, cette sonde-là montre la variation du dioxygène. Le dioxygène, c'est le O2. Voilà. Montre la variation de l'oxygène dans le milieu. Voilà. Et une autre sonde à dioxyde de carbone. Donc il y a deux sondes. Une sonde qui montre la variation de concentration de l'oxygène et l'autre sonde montre la variation de la concentration de CO2. Ça, c'est un bioréacteur dans lequel on a mis les levures et l'oxygène. Ça, c'est un agitateur. Voilà. Ça, c'est une interface. L'interface présente voilà, les résultats à l'ordinateur qui montre les résultats sous forme de graphique. Voilà. Voilà, les deux sondes sont liées par une interface à un ordinateur. On ferme le bioréacteur. Voilà. Un agitateur permet d'homogénéiser la solution de l'oxygène et de l'oxygéner. L'agitateur, محرك, permet l'homogénéisation يعني التجانس ديال الخليط voilà وكذلك يعني التحريك ديالو التهوية ديالو. Après 3 minutes, on injecte dans le bioréacteur 1 ml de solution de glucose. Donc il y a aussi le glucose, voilà, à 5 grammes par litre. Le glucose est le métabolite المستقلب. Le métabolite, c'est-à-dire مستقلب, c'est-à-dire مادة عضوية, voilà, métabolite énergétique préféré des cellules. Donc le glucose, voilà, هو المستقلب الطاقي المحبب لدى الخلايا التي تحب الخلايا. Et on poursuit l'évolution de quantité de ونتتبع كمية الأكسجين وكمية ثاني أكسيد الكربون في الوسط. Voilà où les résultats sont représentés dans le graphique suivant. Voilà, ça c'est l'oxygène, ça c'est CO2, voilà, c'est la variation de concentration de l'oxygène, voilà, c'est la variation de concentration de CO2, là c'est le moment d'injection du glucose, ça c'est le temps, etc. Il y a des questions, il y a 3 questions. Analyser les résultats, interpréter et conclure. D'abord, on va expliquer c'est quoi l'analyse des résultats. L'analyse des résultats, c'est dites ce que vous observez. L'interprétation, c'est poser la question pourquoi. Et conclure, voilà, c'est déterminer une règle générale. Voilà. Donc, les réponses sont là. Analyse du graphique. Je vais retourner pour faire une analyse avec vous. Le graphique montre quoi? Montre la variation de quoi? La variation de l'oxygène et de CO2 en fonction du temps. En fonction du temps. Avant et après l'injection du glucose. Voilà. C'est bon? Oui. Donc, il y a combien d'étapes dans le graphique? Je peux voir qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est avant l'injection du glucose. Avant l'injection du glucose, on voit que quoi? On voit que la quantité de quoi? La quantité ou bien la concentration de l'oxygène et de CO2 sont constantes. Voilà, avant injection du glucose. L'oxygène, il est dans une valeur maximale et le CO2, il est dans une valeur minimale. Voilà. Mais après injection du glucose, on voit quoi? On voit qu'il y a quoi?
diminution de la concentration d'oxygène, c'est-à-dire diminution de la concentration d'oxygène dans le bioréacteur, c'est-à-dire qu'il est consommé. Voilà, une chose qui diminue, ça veut dire qu'il est consommé. En même temps, on voit qu'il y a augmentation de la concentration de CO2, c'est-à-dire qu'il est produit. Une chose produite, sa concentration augmente. Voilà. Nous, on a fait quoi? On a fait l'analyse et l'interprétation. On se concentre seulement dans la première question sur l'analyse. Donc, comment il est l'analyse? Doit être comme ça. Voilà. Le graphique montre quoi? Montre, voilà, la variation de l'oxygène et de CO2 en fonction du temps. On peut fragmenter ou bien diviser le graphique en deux étapes. Avant l'injection du glucose, on voit que la concentration de l'oxygène et de CO2 était constante. Après injection du glucose, la concentration de l'oxygène diminue et la concentration de CO2 augmente. C'est là, bien ces réponses-là, bien ces observations que j'ai dit, bien j'ai relevées, doivent être présentes dans la réponse, ou bien dans les réponses. Les réponses, première réponse, analyse du graphique. Le graphique en haut représente la variation de la concentration de l'oxygène et de CO2 en fonction du temps avant et après injection du glucose. On peut subdiviser le graphique en deux étapes. Avant injection du glucose, on remarque que la concentration de l'oxygène et de CO2 était stable. Après injection de 1 ml de glucose, la concentration de l'oxygène diminue, tandis que la concentration de CO2 augmente. C'est ça. Voilà. C'est quoi l'interprétation? Pourquoi la concentration de l'oxygène diminue? Parce qu'il est consommé. Vous savez, la concentration de CO2, pourquoi elle augmente? Parce qu'il est produite. D'accord? La question c'est, qui a consommé l'oxygène et a produit le CO2? Ce sont les levures. Ce sont le seul être vivant dans l'expérience, ou bien dans le bioréacteur. Donc, les levures ont consommé de l'oxygène parce que sa quantité ou bien sa concentration a diminué et ont produit le CO2 puisque sa concentration a augmenté. D'accord? Oui. Voilà la réponse. Interprétation des résultats. Il y a une réaction qui aboutit à la consommation de l'oxygène qui diminue et à la production de CO2 qui augmente. Conclusion. En présence de dioxygène et de glucose, présence toujours d'oxygène ou de glucose dans le milieu, les levures, ce sont les êtres vivants, absorbent de l'oxygène parce qu'il diminue, donc il est consommé, et produisent du CO2 parce qu'il augmente. Ces échanges gazeux caractérisent le métabolisme de la respiration. Pourquoi? Parce que chaque processus qui mène à la consommation de l'oxygène et à la production de CO2, ça veut dire respiration. C'est une respiration. D'accord? Puisque les levures sont des cellules, on parle de respiration cellulaire. Ça y est? Donc, puisqu'il y a consommation d'oxygène et production de CO2, donc il y a une respiration. Puisque les levures sont des cellules, donc c'est une respiration cellulaire. Les levures ne sont pas des poumons, pour qu'on dise qu'il y a une respiration pulmonaire. Ce sont des cellules. Donc puisqu'ils consomment l'oxygène et produisent le CO2, donc ils respirent. Ou puisqu'ils sont des cellules, cette respiration
se nomme respiration cellulaire. Voilà. Effet des conditions aérobiques en présence d'oxygène du milieu sur les organites de la cellule. الآثار ديال شروط الهوائية aérobique, c'est-à-dire présence d'oxygène du milieu sur les organites de la cellule, على العضيات ديال الخلية. Les levures sont des champignons unicellulaires. Donc voilà une définition des levures. Ce sont des champignons unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils ont une seule cellule, voilà, qui peuvent vivre en aérobiose, c'est-à-dire en oxygène, présence d'oxygène, et en anaérobiose, milieu sans oxygène. Expérience. On prend deux types de levures et on les cultive en présence de glucose en aérobiose. Donc on a deux types de levures. Voilà, on les cultive en présence de glucose en aérobiose, c'est-à-dire en présence d'oxygène, groupe numéro 1. Et le groupe numéro 2, ou bien le type numéro 2, en anaérobiose, groupe numéro 2. Après un certain temps, on observe au microscope électronique l'ultrastructure de ces cellules et leurs organites intérieurs. Après un certain temps, donc après culture des deux types, le premier type en aérobiose et le deuxième type en anaérobiose, après un certain temps, on observe au microscope électronique l'ultrastructure pour البنية ديال les cellules et leurs organites intérieurs, العضيات ديالهم الداخلية. Les résultats sont représentés sur la figure suivante. Voilà, c'est la figure, analysée et interprétée. Donnez tout d'abord la nomenclature, ou bien donner une clé à cette figure-là. En milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène ici. Donc à gauche, il y a absence d'oxygène. Et à droite, il y a présence d'oxygène, milieu aérobie. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Numéro 1, c'est quoi? C'est le noyau. Numéro 2, c'est une membrane externe. Numéro 3, membrane interne. Numéro 4, c'est le hyaloplasme. Je vais revenir à l'hyaloplasme, le décrire. Là. Numéro 5, ce sont des mitochondries. Les mitochondries, je vais également les décrire. Les mitochondries, ce sont des organites. Voilà, vous voyez qu'ils sont présents, très présents, en un nombre voilà, grand et en une taille qui est grande. Voilà, en milieu aérobie. En présence d'oxygène, il y a présence de mitochondries en grande taille et en grand nombre. Mais pour le milieu anaérobie, il y a présence de très peu de mitochondries avec un nombre réduit et une taille qui est réduite. Voilà. Numéro 6, c'est la vacuole. Donc on peut dire quoi de cette cellule? Est-ce qu'il est une cellule animale ou bien une cellule végétale? Donc c'est une cellule végétale puisqu'il y a présence de vacuole. Cette vacuole permet les échanges voilà, d'eau et de sels minéraux entre l'intérieur de la cellule et le milieu extérieur. Analyser et interpréter. En présence d'oxygène, on a dit ces remarques, on a déjà noté ces observations, bien ces remarques. En présence d'oxygène, on observe que le cytoplasme de la cellule montre des mitochondries nombreuses et volumineuses. En présence de quoi? En présence d'oxygène. Voilà. C'est ça la figure. En aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, il y a des mitochondries de grande taille et de grand nombre, et avec un grand nombre. Par contre, dans le milieu anaérobie, il y a des mitochondries de petite taille qui sont très réduites et avec un nombre très réduit, 1, 2, etc. Donc 1, 2, donc on ne voit que 2, 3 réduites, etc. Voilà. Donc dans quel milieu les mitochondries existent plus?
en milieu aérobie en présence d'oxygène. Donc en présence d'oxygène, on observe que le cytoplasme de la cellule montre des mitochondries nombreuses et volumineuses. En absence d'oxygène, on remarque que le cytoplasme de la cellule contient un petit nombre de mitochondries et de taille très réduite. Interprétation. Pourquoi les mitochondries sont-ils présents, voilà, dans les cellules en présence d'oxygène, en grande taille et en grand nombre? Parce que les mitochondries en présence d'oxygène, ils sont actifs, assurent leur fonction, sont fonctionnels. C'est pour cela qu'ils sont de grande taille et en grand nombre, en présence d'oxygène. Ça y est? Donc ils sont fonctionnels. C'est quoi leur fonction en présence d'oxygène? Leur fonction est la respiration cellulaire. Voilà. En présence d'oxygène, en aérobiose, les mitochondries sont grandes et nombreuses. Donc ils sont actifs et fonctionnels. Ils sont donc responsables de la respiration cellulaire. Puisque en présence d'oxygène, le phénomène qui se déroule, c'est la respiration cellulaire. Donc puisque en présence d'oxygène, voilà, la réaction qui se déroule, c'est la respiration cellulaire. Et puisque dans ce milieu, en présence d'oxygène, on voit que les mitochondries sont de grand nombre et taille, donc on peut déduire que les mitochondries, en présence d'oxygène, assurent la respiration cellulaire. Puisqu'en présence d'oxygène, c'est la réaction de respiration cellulaire qui se déroule. La réaction de respiration cellulaire, ça doit être appris, vous devez l'apprendre par cœur. Voilà. C6H12 aussi, ça c'est le glucose, plus O2 l'oxygène, c'est-à-dire on est au milieu oxygéné, en aérobiose, donne CO2. Voilà, c'est normal puisqu'il y a consommation d'oxygène, il y a production de CO2, plus 6 CO2, voilà, l'eau métabolique, plus l'énergie. En absence d'oxygène, en anaérobiose, les mitochondries sont de taille de petit nombre, de taille et de nombre réduit. Donc elles sont inactives. Donc les mitochondries, au milieu, voilà, en absence d'oxygène, sont inactifs. Donc, ils ne sont pas responsables de la respiration cellulaire. Ça y est, ils ne participent pas dans la respiration cellulaire. Voilà. Ces dernières levures consomment le glucose par une autre voie que la respiration cellulaire, c'est-à-dire pas avec la respiration cellulaire. Ces dernières levures consomment le glucose par une autre voie métabolique qui s'appelle la fermentation et qui se fait en absence d'oxygène. Donc, l'endroit où les mitochondries, voilà, ou bien le milieu où les mitochondries sont grandes, voilà, et nombreuses, c'est le phénomène qui se déroule dans ce milieu qui l'assure. C'est bon? Voilà. On voit, c'est en présence d'oxygène que les mitochondries sont grandes et nombreuses. Donc, ils sont actifs, les mitochondries, au milieu oxygéné. Au milieu oxygéné, quelle est la réaction qui se déroule? C'est la respiration cellulaire. La fermentation lactique est un phénomène aussi de dégradation de la matière organique. Donc, deuxième réaction, c'est la fermentation lactique. C'est un phénomène de dégradation de la matière organique. On prend un échantillon de lait frais, et on le verse dans un bocal. Bocal, c'est un récipient de volume et de 250 ml. On veille à ce que le bocal soit rempli d'eau. Donc on doit
remplir ce récipient, الإناء bocal, حوجلة, كتكون في القاعدة ديالها متسعة وفي الأعلى غدا وكتصغر. فوالا on veille نحرص على أن البوكال, هذا الريسيبيون, soit rempli d'eau pour chasser l'oxygène, pour voilà, faire fuir l'oxygène. Donc pour avoir une réaction anaérobie, en absence d'oxygène. Donc l'oxygène est chassé par l'eau. Voilà. Le volume qui doit être occupé par l'oxygène, on verse beaucoup d'eau pour que le volume qui doit être occupé par l'oxygène soit occupé par l'eau. Ce qui permet la chasse de l'oxygène et avoir une réaction anaérobie en absence d'oxygène. On met à l'intérieur du lait un pH mètre lié à un matériel de l'Exao, expérience assistée par ordinateur, pour qu'on suive les résultats à l'aide de l'ordinateur. On suit l'acidité, c'est-à-dire le pH, pendant la réaction de fermentation, c'est-à-dire la transformation du lactose en acide lactique. Donc, on suit l'acidité pendant la réaction de fermentation. C'est quoi la réaction de fermentation? C'est la transformation du lactose, c'est un sucre qui compose le lait, en acide lactique. Ça, c'est la fermentation lactique. Donc, la transformation du lactose, c'est un sucre double existant dans le lait. Sa transformation en acide lactique s'appelle fermentation lactique. Cela se fait sans production de CO2. Donc, il n'y a pas production de CO2. On laisse la préparation pendant 15 jours à température convenable, 40 degrés Celsius. Après, on suit l'évolution du pH, voilà, à température convenable. On laisse la préparation, pendant 15 jours à température convenable, 40 degrés Celsius. Après, on suit l'évolution du pH à l'aide du matériel d'Exao et on obtient les résultats suivants. Ça, ce sont les résultats sous forme d'un graphique. On voit quoi? Analyser et interpréter. L'analyse, là, c'est une courbe de l'évolution de l'acidité du lait durant la fermentation. Qu'est-ce qu'on remarque? On observe ici. On observe la variation du pH ou bien de l'acidité en fonction du temps. Qu'est-ce que vous voyez? Le graphique présente la variation de quoi? Du pH ou bien de l'acidité en fonction du temps. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a baisse baisse, c'est-à-dire diminution du pH, ou bien augmentation ou élévation du pH? Donc il y a baisse du pH. On remarque qu'il y a baisse du pH. Qui dit baisse du pH dit qu'il y a augmentation de l'acidité. Vous savez que le pH et l'acidité, voilà, se concordent d'une façon axia. Voilà, d'une façon axia. Le pH ou l'acidité qui se concordent d'une façon axia, inverse. Voilà. On voit quoi? On voit que le pH diminue, donc l'acidité augmente. Qui dit l'acidité augmente, c'est-à-dire production d'un acide. C'est quoi cet acide-là? C'est l'acide lactique. C'est-à-dire quoi? Que le lactose s'est transformé en acide lactique. Cet acide lactique a fait augmenter l'acidité. Ou lorsque l'acidité augmente, le pH diminue. Donc, c'est quoi la réaction qui s'est déroulée ici? C'est la fermentation, voilà, lactique. Je répète, j'analyse, je vois que il y a variation, le graphique montre la variation du pH en fonction du temps. On voit que il y a diminution du pH en fonction du temps. Voilà, ça c'est l'analyse, ce qu'on voit.
L'interprétation maintenant, puisque le pH a diminué, sharh, ou bien tfsir, l'interprétation, puisque le pH a diminué, donc l'acidité s'est augmentée, parce que le pH et l'acidité se concordent d'une façon inverse. Lorsque le pH diminue, l'acidité augmente. Et vice-versa. Lorsque le pH augmente, l'acidité diminue. Donc, puisque le pH diminue, c'est-à-dire que l'acidité augmente, on conclut qu'il y a production d'un acide, qui est l'acide lactique, c'est-à-dire d'où provient cet acide lactique, provient de la transformation du lactose en acide lactique. Donc il y a transformation du lactose en acide lactique. C'est quoi cette réaction? C'est la réaction de fermentation. Donc il y a fermentation lactique. La courbe représente la variation du pH du lait en fonction du temps. On observe la diminution du pH du lait en fonction du temps, c'est-à-dire augmentation de l'acidité du lait. Interprétation, l'augmentation de l'acidité du lait, voilà, est due à la production d'un acide, qui est l'acide lactique, à partir du glucose, composant du lactose, sucre du lait, et cela en absence d'oxygène. Un petit schéma pour expliquer tout cela. Le lactose, voilà, qui explique la fermentation, les étapes de la fermentation lactique. Vous allez comprendre lorsque vous suivez avec moi. Le lactose, c'est le sucre du lait. C'est un sucre qui est sucre quoi? C'est un sucre, voilà, qui est sucre quoi? Sucre double. Voilà, se transforme en quoi? En glucose, qui est un sucre simple. La réaction qui permet cette transformation, c'est une, catalysée par l'eau, c'est une réaction catalysée par l'eau. Voilà. Le glucose, puis, se transforme en acide lactique. C'est ça la fermentation lactique. C'est la transformation du glucose en acide lactique, et ceci en absence d'oxygène. Ça y est? Oui, très bien. La réaction de fermentation lactique, c'est C6H12O6, le glucose. Il n'y a pas d'oxygène, puisque c'est une réaction anaérobie, se transforme en 2 CH3, CHOH, COH, plus l'énergie. C'est ça la réaction de la fermentation lactique. Cette réaction doit être apprise par cœur. C'est quoi CH3, CHOH, COH? C'est l'acide lactique. Voilà, et celui-là, c'est le glucose. Donc cette réaction doit être apprise par cœur. Remarque, la réaction de fermentation lactique se fait dans la cellule au niveau de l'hyaloplasme. C'est quoi l'hyaloplasme? C'est le moment pour l'expliquer. L'hyaloplasme, pour l'expliquer, on doit expliquer tout d'abord le cytoplasme. C'est quoi le cytoplasme? Le cytoplasme, c'est un liquide transparent, plus des organites se nageant à l'intérieur. Donc le cytoplasme est composé d'un liquide transparent, puis plus les organites qui se nagent à l'intérieur de ce liquide. Donc le cytoplasme, c'est un liquide et organite. L'hyaloplasme de la cellule est le cytoplasme dépourvu d'organites. Donc l'hyaloplasme, c'est le cytoplasme moins les organites. Voilà. Si vous éliminez les organites du cytoplasme, qu'est-ce qui reste? Il reste le liquide. Donc l'hyaloplasme, c'est ce liquide-là. Voilà, l'hyaloplasme est le liquide dans lequel nagent les organites. Maintenant, on va passer à la troisième réaction qui permet la dégradation de la matière organique et la production de l'énergie. C'est la fermentation alcoolique. Voilà, la fermentation alcoolique est un phénomène de dégradation de la matière organique et de production d'énergie qui se fait voilà, chez les bactéries notamment et qui ne se fait pas à l'intérieur des êtres vivants comme l'homme, soit animaux, soit végétaux. L'homme ne fait pas la fermentation alcoolique, l'homme avec un grand H,
Les plantes ne font pas aussi de fermentation alcoolique, etc. Les levures mises en culture dans un milieu glycosé. Donc on met des levures dans un milieu glucosé qui a du glucose. Le flacon, complètement rempli, voilà, complètement rempli de quoi? De solution de glucose, voilà, et le tube à dégagement ne permet pas le renouvellement de dioxygène à partir de l'air ambiant montassé dessus. Conclusion, il n'y a pas d'oxygène ici. Donc c'est un milieu anaérobie pour mettre, voilà, les conditions favorables de la fermentation. Donc il y a absence de l'oxygène. À partir de l'air ambiant montassé dessus, très rapidement le dioxygène présent initialement, donc il y a une petite quantité d'oxygène qui va être épuisée. Voilà. Et on constate les modifications suivantes par comparaison avec un montage témoin, solution de glucose stérile. Voilà, c'est une prouvette à gaz qui va montrer la présence de gaz, etc. Donc on va tirer les remarques ici et vous permettre de seulement lire ces remarques-là. L'analyse du milieu de culture à l'aide de bandelettes utilisées pour mesurer la glycémie montre une disparition progressive du glucose. Donc il y a disparition du glucose. Ça veut dire quoi, disparition du glucose? La disparition du glucose montre qu'il est consommé. Une chose qui disparaît, c'est-à-dire qu'elle est consommable, ou bien qu'il se consomme. L'alcool-test du milieu de culture montre un résultat positif, présence d'éthanol, alors qu'il est négatif au début de l'expérience. Donc l'éthanol n'était pas présent au début de l'expérience. Il vient de se montrer, ou bien il vient de se produire. Voilà, il est produit, voilà, vers la fin de l'expérience et pas dans le début. Donc c'est un produit. L'éthanol, c'est un produit. Le gaz recueilli dans le tube à dégagement, voilà, ça le tube à dégagement, trouble l'eau de chaud. Quel est le gaz qui trouble l'eau de chaud? C'est CO2. Donc il y a un gaz qui trouble l'eau de chaud, c'est-à-dire c'est le CO2. Il y a production de CO2. Légère élévation de température dans le flacon. L'élévation ou bien l'augmentation de la température montre que il y a quoi? Il y a dégagement d'énergie. Donc l'énergie, c'est le symbole ou bien se manifeste par une augmentation de la température. Donc quoi? Il y a consommation de quoi ici? Consommation de glucose. Pourquoi? Parce qu'il disparaît. C'est-à-dire qu'il se consomme. Il y a présence d'alcool, qui est l'éthanol. Donc il y a présence d'alcool ou bien vers la fin de l'expérience, c'est-à-dire production de l'éthanol. Il y a production d'un gaz qui trouble l'eau de chaud, c'est le CO2, donc il y a production de CO2. Il y a augmentation de température, c'est-à-dire il y a dégagement d'énergie. Interprétation, voilà. La disparition du glucose montre qu'il est consommé pendant l'expérience, c'est un réactif qui se consomme. L'apparition d'alcool éthanol montre qu'il est produit pendant l'expérience. Le gaz troublant l'eau de chaud montre la production de CO2. Le gaz qui trouble l'eau de chaud, le gaz qui, elle l'a dit, c'est le CO2. Légère élévation de température montre la production de petites quantités d'énergie. Voilà. Donc, conclusion, l'expérience montre la consommation de glucose en absence d'oxygène et la production d'éthanol, de CO2 et de l'énergie en petite quantité. On parle de fermentation parce qu'il y a absence d'oxygène. Non pas fermentation lactique parce qu'il n'y a pas l'acide lactique, mais il y a l'alcool qui est l'éthanol, donc c'est une fermentation alcoolique parce qu'il y a production d'un alcool qui est l'éthanol.
La réaction de la fermentation alcoolique, c'est C6H12 aussi, c'est le glucose. En absence d'oxygène, donne 2 C2H5OH qui est l'éthanol, plus 2 voilà, CO2 plus énergie. Le bilan de la paragraphe, on distingue trois types de réactions permettant la dégradation de la matière organique et la production de l'énergie. La respiration cellulaire, qui se caractérise par présence d'oxygène, milieu aérobie, puisqu'il y a respiration, production d'H2O, l'eau métabolique et CO2, plus production de grandes quantités d'énergie. On va voir dans les paragraphes suivants pourquoi il y a grande quantité d'énergie, et se fait dans la mitochondrie. Parce qu'en milieu oxygéné aérobie, les mitochondries sont de grande taille et à grand nombre. Deuxième processus de production d'énergie, c'est la fermentation lactique, se fait en absence d'oxygène, c'est-à-dire en anaérobie, plus production d'acide lactique, plus faible quantité d'énergie, se fait dans l'hyaloplasme. Voilà. Troisième réaction qui permet la dégradation de la matière organique et la production de l'énergie, c'est la fermentation alcoolique. Absence réelle oxygène, anaérobie, plus production d'éthanol, c'est un alcool, C2H5OH, vous devez apprendre cela par cœur, et de CO2, plus faible quantité d'énergie, et se fait dans l'hyaloplasme. Au revoir, mes chers élèves, dans dans une vidéo suivante qui va terminer ou bien qui va poursuivre le cours. Voilà, rendez-vous à la vidéo prochaine. Je vous remercie.